La dynamique actuelle autour du dossier du Sahara occidental, Washington tente d'imposer, une sortie de crise accélérée fondée sur le plan d'autonomie marocain. L'administration américaine affirme désormais que le plan d'autonomie marocain est le plus sérieux, je cite, le plus crédible et le plus réaliste. L'objectif affiché est la conclusion d'un accord cadre d'ici, je dirais, quelques mois. Et le pouvoir algérien n'a aucun autre choix que d'accepter en vérité la décision américaine. Pour voir les choses clairement, il faut imaginer que Tebboune a désormais le bras tordu par l'administration de Donald Trump. Naturellement, les Américains ne vont pas jusqu'à l'humilier publiquement. C'est dire que le parrainage américain dans ce dossier est totalement assumé et il est quasi hégémonique. Washington accueille donc les rounds de négociations, rédige des projets de résolution pour le Conseil de sécurité, mais en allant tout de même dans le sens marocain, qui est désormais l'allié stratégique, il faut le souligner, dans la région de Washington. C'est dire que l'approche algérienne est désormais totalement écartée. L'architecture proposée ici, autonomie élargie, consultation finale sous souveraineté marocaine, reconnaissance internationale en échange de garanties économiques et sécuritaires, profite d'abord au Maroc, déjà soutenu par plus d'une centaine de pays sur son plan d'autonomie. La dynamique actuelle autour du dossier du Sahara occidental se structure désormais autour d'une logique que l'on pourrait qualifier de Trump 2, à travers laquelle Washington tente d'imposer une sortie de crise accélérée fondée sur le plan d'autonomie marocain, en forçant Maroc, Front Polisario et Algérie à s'asseoir à la même table sous parrainage américain. 2 rounds de discussion ont eu lieu récemment. Le premier à Madrid au début du mois de février dernier, le second à Washington les 24 et 25 du même mois de février. Le choix des Américains, mais aussi celui des Nations Unies, consiste à ne pas communiquer sur le sujet. Seule la presse marocaine distille quelques informations qui ont fuité au moment où Alger observe un silence très gêné. Après le générique, je vais vous expliquer les tenants et les aboutissants de ce dossier que la diplomatie de Tebboune a perdu, faute d'imagination, d'anticipation, de flexibilité et d'innovation diplomatique. Le dossier du Sahara occidental mérite quelques rappels structurants sur le conflit. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit d'un territoire ex-colonie espagnole revendiqué par le Maroc, mais aussi par la République arabe sahraoui démocratique, RASD, un proto-État proclamé en 1976 par le Front Polisario qui défend l'option de l'indépendance. Rabat contrôle la majeure partie du territoire et propose depuis le début des années 2000 un statut d'autonomie élargie sous souveraineté marocaine. Tandis qu'Alger, qui soutient le Front Polisario, met en avant le principe d'autodétermination via référendum, campe, elle, sur ses positions. Depuis le cessez-le-feu de 1991, la question est officiellement sous égide onusienne. Mais le référendum d'autodétermination n'a jamais vu le jour en raison des divergences sur le corps électoral et la nature de la consultation. La rupture diplomatique totale entre Rabat et Alger en 2021, puis la reconnaissance par de nombreux États, dont la France et l'Espagne, de la souveraineté marocaine sur le Sahara, ont encore rigidifié les positions. La situation est restée longtemps bloquée, jusqu'en décembre de l'année 2020. Donald Trump entamait alors la première année de son premier mandat et, à la surprise de beaucoup d'observateurs, et notamment la surprise des Algériens, il se fondit d'un tweet pour reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara en contrepartie de la normalisation Maroc-Israël, ce qui constitue un basculement majeur de la position américaine traditionnelle au moment où Donald Trump lançait les fameux accords d'Abraham qui visaient à normaliser les relations entre Israël et les États arabes. Cette reconnaissance, d'abord symbolique et unilatérale, ancre Washington dans une posture de soutien affirmée au plan d'autonomie marocain comme solution privilégiée. Les dirigeants algériens n'ont rien vu venir en vérité.
Incapable d'anticiper quoi que ce soit, entre la fin chaotique du mandat de Bouteflika qui est resté longtemps malade, les bouleversements liés d'abord au Hirak, à l'instabilité institutionnelle et ensuite à la crise sanitaire, et enfin à un début, je dirais sans jeu de mots, boiteux du mandat de Tebboune, qui a commencé par une longue maladie également et une hospitalisation en Allemagne. On s'en souvient, la diplomatie algérienne était, disons-le, pendant une dizaine d'années sur la touche. Avec l'alternance politique aux États-Unis, le pouvoir algérien pensait que le dossier était plié sous Biden. Les dirigeants algériens ont été incapables, là aussi, d'anticiper la seconde élection de Donald Trump en 2024. Revenu à la Maison-Blanche, le président américain ramène dans ses bagages une nouvelle doctrine, beaucoup plus interventionniste, je dirais, ne laissant à ses différents homologues aucune marge de manœuvre, surtout lorsqu'il s'agit d'États voyous ou de régimes antidémocratiques. Il décide donc de transformer cette reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara en levier diplomatique central. L'administration américaine affirme désormais que le plan d'autonomie marocain est le plus sérieux, je cite, le plus crédible et le plus réaliste. Et désormais, Washington pousse à l'entériner dans un accord politique global. Dans les coulisses du Conseil de sécurité, des projets de résolution circulent qui visent à faire de ce plan la seule base de négociation au détriment de la référence explicite à l'autodétermination telle qu'interprétée par le Polisario et l'Algérie. Alors dans tout ceci, il y a un format de négociation exigé par Donald Trump avec la mise en place d'un calendrier accéléré et très séquencé. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Depuis début 2026, la Maison-Blanche impose un tempo inhabituellement rapide, avec une séquence en 3 temps. Réunion discrète d'abord à Washington, puis rencontre à Madrid et nouveau round dans la capitale américaine. Les 23 et 24 février 2026, les États-Unis organisaient donc un cycle de discussions à Washington, réunissant là aussi Maroc, Algérie, Front Polisario, Mauritanie et le représentant de l'ONU, formalisant de facto un format de négociation quadripartite élargi. Une réunion donc inédite et hautement confidentielle s'était tenue à Madrid le 8 février 2026 au siège de l'ambassade des États-Unis, présentée comme la deuxième étape d'un processus piloté par le conseiller spécial de Donald Trump, Massad Boulos. L'objectif affiché est la conclusion d'un accord cadre d'ici, je dirais, quelques mois, éventuellement signé à Washington au printemps 2026, ce qui illustre la volonté américaine de transformer une négociation de fond en opération politique à échéance très courte. En d'autres termes, lorsque Donald Trump en aura fini avec les mollahs iraniens, il passera au dossier qui oppose l'Algérie, le Maroc et le Front Polisario. Et le pouvoir algérien n'a aucun autre choix que d'accepter en vérité la décision américaine. Pour voir les choses clairement, il faut imaginer que Tebboune a désormais le bras tordu par l'administration de Donald Trump et qu'il fait sans broncher ce qu'on lui dit de faire. Naturellement, les Américains ne vont pas jusqu'à l'humilier publiquement. Ils entretiennent les apparences, font mine de le considérer comme un chef d'État, mais en vérité, ils connaissent son caractère brouillon et médiocre, ils savent qu'il ne possède aucune légitimité démocratique et ils disposent, je parle des États-Unis, de suffisamment de relais à l'intérieur même du régime algérien et de l'armée pour le dégommer en 24 heures si Donald Trump le souhaitait. C'est dire que le parrainage américain dans ce dossier est totalement assumé et il est quasi hégémonique. Les États-Unis ne se contentent plus d'un rôle de facilitateur discret. Ils se placent au centre comme architecte du compromis, voire comme juge et partie. Washington accueille donc les rounds de négociation, rédige des projets de résolution pour le Conseil de sécurité et utilise tous les leviers bilatéraux, sécurité, énergie, investissement, appétit pour les minerais critiques et j'en passe, pour peser sur Rabat comme sur Alger, mais en allant tout de même dans le sens marocain, qui est désormais l'allié stratégique, il faut le souligner, dans la région de Washington. Cette diplomatie transactionnelle, typique de Donald Trump, se manifeste par l'idée évoquée dans certains cercles américains d'un accord de paix maroco-algérien en 60 jours, ce qui traduit le décalage entre le temps politique américain et la profondeur historique du conflit sahraoui. La Maison-Blanche cherche à construire une Pax Americana
cette fois-ci en Afrique du Nord, c'est-à-dire un règlement sous parapluie stratégique américain, à la fois sécuritaire et économique, y compris entre le Maroc et l'Algérie. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous croyez que Trump va réussir à imposer à Tebboune de serrer la main du roi Mohammed VI et de l'amener, y compris à rouvrir les frontières entre les deux pays? J'aimerais bien avoir votre avis, sans injure évidemment, car de toute manière ici, on ne laisse pas passer les insultes. Toujours est-il que les paramètres du plan discuté tournent autour de la question centrale. Autonomie versus autodétermination. C'est le cœur du dispositif de négociation et évidemment ce qui était jusque-là le point de blocage. Le socle du schéma américain repose lui sur le plan d'autonomie marocain qui organiserait une large autonomie régionale sous souveraineté marocaine avec un exécutif et un parlement tous deux localement implantés tout en laissant à Rabat les prérogatives régaliennes, la défense, la diplomatie, la monnaie, etc. Une fois négocié, ce statut donc d'autonomie pourrait être soumis à une consultation locale distincte du référendum d'autodétermination initialement envisagé par l'ONU, ce qui revient à substituer un référendum d'adhésion à un statut à la question tranchée indépendance ou intégration. C'est dire que l'approche algérienne est désormais totalement écartée. Les discussions portent aussi sur des éléments très concrets de l'architecture autonome, mode de désignation de l'exécutif régional, compétences fiscales, partage des revenus issus des ressources naturelles puisées dans cette région du Sahara. Rabat souhaite que l'exécutif du Sahara soit désigné par le roi lui-même dans le cadre de la monarchie exécutive marocaine, tandis que le Polisario privilégie un exécutif issu d'élections locales perçu comme authentique par la population sahraoui. La question des ressources, notamment le phosphate, la pêche et les potentiels gisements en minerais aussi recherchés par les États-Unis, alimente aussi les tractations. La partie marocaine voyant dans l'autonomie un moyen de consolider aussi l'intégration économique du territoire, et Alger comme le Polisario d'ailleurs craignent une consolidation de fait d'une annexion économique. C'est en tout cas ce qu'on comprend à la lecture des différents rapports. La doctrine algérienne est en train d'échouer parce qu'elle est restée structurée par trois constantes. Soutien au droit à l'autodétermination, la non-reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara et le refus d'être partie prenante officielle au conflit au-delà de son rôle de pays voisin et de soutien au Polisario. Pour Alger, le plan américain fondé sur l'autonomie marocaine est perçu comme une violation du droit international et un facteur potentiel d'escalade régionale plus qu'un instrument de paix. Mais évidemment, les dirigeants algériens le disent avec beaucoup de tact et de diplomatie. Rien à voir avec la tonalité des communiqués pondus pour fustiger la France par exemple. L'Algérie voit également dans la pression américaine un test de résilience géopolitique à un moment où ses relations avec des partenaires européens, notamment la France, depuis la reconnaissance par Paris de la marocanité du Sahara, se sont fortement dégradées. L'Algérie redoute que l'encadrement américain du dossier marginalise l'ONU et réduise le conflit à une transaction bilatérale Maroc-États-Unis avec l'Algérie finalement cantonnée à un rôle de figurant discrètement récalcitrant. C'est cet aspect que la diplomatie algérienne tente de rattraper avec beaucoup de mal d'ailleurs. Oui, le régime de Tebboune fait face à un dilemme. Refuser le format et l'agenda imposés par Washington au risque d'être accusé de bloquer une solution ou s'y engager tout en évitant d'apparaître comme le co-gestionnaire d'un schéma jugé contraire à sa doctrine. Cette position est d'autant plus délicate que la rupture diplomatique avec Rabat complique la moindre concession visible et que le régime algérien mobilise la question sahraoui comme élément de légitimité interne et de continuité historique. En somme, Abdelmadjid Tebboune, qui s'est péroré comme un coq, a peur de perdre la face devant sa propre clientèle, celle qui est très réceptive à son ton populiste du genre « Mazel Maouldatu Chummo ». Vous voyez ce que je veux dire si vous comprenez le dialecte algérien. Les appels américains à des négociations directes sans conditions préalables entre Maroc et Polisario, avec en toile de fond un cessez-le-feu consolidé et l'enregistrement des réfugiés sahraouis, sont interprétés à Alger comme une tentative de reconfigurer le terrain humanitaire également, mais aussi politique, des camps de Tindouf.
L'Algérie cherche à éviter un encadrement international des camps qui fragiliserait son rôle de protecteur supposé des réfugiés sahraouis et de partenaire central du Polisario. Les analyses des experts convergent sur l'idée que le plan Trump s'apparente moins à une médiation neutre qu'à la tentative d'achever un alignement international sur la position marocaine en encadrant les concessions de Rabat dans un cadre diplomatique présenté comme consensuel. L'architecture proposée ici, autonomie élargie, consultation finale sous souveraineté marocaine, reconnaissance internationale en échange de garanties économiques et sécuritaires, profite d'abord au Maroc, déjà soutenu par plus d'une centaine de pays sur son plan d'autonomie. Mais au-delà de cela, en vérité, Trump n'invente pas grand-chose. Il renoue avec une vieille tradition américaine qui considère que dans cette sphère dite arabo-musulmane, ce sont les monarchies qui sont les alliés de l'Amérique, alors que les républiques autoritaires sont souvent des États voyous, à l'image de l'Irak de Saddam Hussein, de la Syrie de Bachar al-Assad, de l'Iran d'Ali Khamenei, de la Libye de Kadhafi et désormais l'Algérie de Tebboune, il faut le dire. Donc il ne faut pas beaucoup d'intelligence à Tebboune pour qu'il comprenne qu'il a tout intérêt à bien se tenir, car après l'Iran, Donald Trump, qui est de nature à s'ennuyer vite, peut se trouver un autre abcès de fixation en se basant sur des faits objectifs, comme à chaque fois. C'est-à-dire qu'on peut contester la brutalité du président américain, mais il faut reconnaître qu'il s'attaque à ceux qui agissent comme des voyous. Donc, à chacun d'assumer ses responsabilités. À court terme, un accord cadre imposé par les États-Unis pourrait ouvrir la voie à une décrispation limitée entre Rabat et Alger, espérons-le, notamment sur certains dossiers économiques, mais sans forcément aboutir à une normalisation politique profonde. À moyen terme, si le Polisario se considérait exclu ou trahi, le risque de radicalisation et de reprise de formes de lutte plus violentes n'est pas exclu, surtout si la population sahraoui perçoit l'autonomie comme une solution imposée de l'extérieur et avec quelques manipulations algériennes, je dirais. Alors, il faut être très clair, je ne pense pas que les relations algéro-marocaines vont se rétablir et se normaliser sous Tebboune. Parce que, comme pour la France ou pour beaucoup d'autres dossiers, je ne pense pas que la diplomatie algérienne redeviendra sérieuse, respectée et respectable sous ce régime. Je crois qu'il faudra attendre la prochaine gouvernance, en espérant qu'il y aura un président plus sérieux que celui-ci, pour que les choses redeviennent plus ou moins normales. Pour l'Algérie, accepter aujourd'hui un compromis sous pression américaine tout en sauvegardant son image de défenseur des causes anticoloniales supposerait un travail de renarration interne complexe que Tebboune n'est pas capable de réaliser en vérité, par médiocrité et par incompétence surtout, d'autant plus que le conflit sahraoui est imbriqué dans la rivalité structurelle avec le Maroc. Pour Washington, enfin, la réussite de ce pari conditionne en partie sa crédibilité comme faiseur de paix, mais aussi sa capacité à sécuriser l'accès à des ressources stratégiques dans un contexte de compétition globale. En somme, les négociations exigées par Donald Trump ne sont pas un simple retour à des pourparlers onusiens classiques, mais l'imposition d'un cadre transactionnel très précis initié par les Américains qui tentent de verrouiller le conflit dans un schéma d'autonomie sous souveraineté marocaine, comme je l'ai précisé, en plaçant l'Algérie et le Polisario face à un choix: s'y rallier avec des aménagements de façade ou assumer un face-à-face avec la première puissance mondiale. Objectivement, vous et moi savons que l'Algérie de Tebboune ne pourra pas tenir tête à l'Amérique de Donald Trump. Le plus important, c'est que le pouvoir algérien, au fond de ses entrailles, puisse comprendre qu'après Tebboune, il faut reformater totalement la doctrine de la politique étrangère, mais aussi celle de la politique intérieure. Le monde est en train de changer à une vitesse incroyable. Il est en train de changer brutalement depuis une vingtaine d'années. Il n'y a que les octogénaires grabataires qui trônent sur l'Algérie qui ne le voient pas.